Dans mes muscles, le bonheur de retrouver peu à peu un pavé que j'avais délaissé. Il n'est jamais agréable de s'avouer qu'on a laissé la peur entraver nos pieds. Et pourtant, j'étais de celles qui avaient laissé sa volonté s'étouffer dans les gaz lacrymogènes. Dans mes muscles, le bonheur de se retrouver épaule contre épaule dans la rue, trompant les diagnostics d'une dignité endormie par l'inflation et la défaite supposée. Dans ma gorge, le retour des slogans, le retour des chants, le retour des sourires, le retour du bruit. Et sur les murs, sur les cartons, dans nos yeux, sous nos pas, l'espoir. Ces jours-ci, nous apprenions à nous retrouver, en colère sans doute, par les mensonges d'une élite dont les derniers faux semblants s'écroulent minute par minute. Ces jours-ci, je suis retournée en manif. À chaque pancarte, la colère, oui, mais aussi, malgré tout, la volonté de pousser, 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 pousser. Tu l'entends toi aussi, ce craquement ? C'est le vieux monde qui s'effondre. Allez, pousse. Je suis Kiemis. Bienvenue dans Rends la joie. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Mélissa Lavo. Bienvenue Mélissa et merci d'être avec nous. Merci. Mélissa, tu es une chanteuse, tu es autrice, compositrice et interprète. Tu as sorti 4 albums, dont Radio Sewell en 2018 et ton dernier que tu as sorti en 2022, Mama Forgot Her Name Was Miracle. Après ton concert événement au Théâtre du Châtelet en janvier, tu es en tournée dans plusieurs dates en France et ailleurs. Tu as aussi gagné très récemment le Grand Prix des musiques du monde de la SACEM. Merci d'être avec nous, Mélissa, aujourd'hui. Merci. Pour commencer notre interview, je demande souvent aux gens qui viennent de venir avec une image de joie collective. On avait choisi une image. Le capitalisme. Le capitalisme nous empêche. Bon, après ça, les photographes peuvent être rémunérés correctement à juste titre, mais on n'a pas les sous. Mais j'aimerais quand même qu'on en parle parce que je pense que c'est une image qui est super importante et je laisse aux auditeurs et aux gens qui nous regardent la joie d'aller la regarder. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de l'image que tu avais choisie et pourquoi tu l'avais choisie? Parce que j'ai quand même envie qu'on en parle ensemble. Oui, grave. J'ai choisi l'image de James Baldwin et l'autrice Lorraine Hansberry. Elle est moins connue que James Baldwin. Elle n'a pas eu son film. Elle est morte assez tôt de cancer du sein. Mais c'est elle qui a écrit A Raisin in the Sun et était une contemporaine et une très très bonne amie à James Baldwin. Et en fait, ils sont en train de danser sur cette photo. Cette photo est quand même iconique, donc allez la voir. Oui, et ils sont en train de danser, mais spécifiquement à la mort de Langston Hughes, aux funérailles de Langston Hughes. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment de la culture afro à travers le monde, de ce truc de célébrer la vie de quelqu'un et cette célébration en dansant. Ces funérailles sont hyper belles. Et pour moi, c'est d'autant plus beau parce qu'une de mes citations favorites de James Baldwin, qui est d'ailleurs tatouée sur mon corps, est celle qui parle de la sensualité. Et puis il explique que, en fait, la sensualité, qui est particulière chez le peuple afro-américain, mais pas que, c'est cette capacité à être entièrement présent. Que ce soit de rompre le pain ou que ce soit d'être amoureux ou amoureuse. Et je trouve que c'est absolument beau parce qu'ils sont en plein deuil et ils arrivent quand même à trouver une source de joie. Et dans le thème, quand tu m'as proposé ce thème de la joie, je me suis dit, pour moi, je ne connais pas une photo mieux parce que pour moi c'est la capacité de porter autant de tristesse que de joie en soi. Et I
avec un peuple qui a connu pas mal de choses. C'est le moins qu'on puisse dire. D'avoir une sorte de résilience comme ça. Pour moi, ça me permet de continuer, en fait. C'est trop bien parce que justement, on va en parler et c'est pour ça que je voulais te faire venir. Déjà parce que, bon, full disclosure, je pense que tu le sais, j'ai adoré ton dernier album, mais aussi, et une des raisons, je pense, qui a fait que j'ai beaucoup aimé ton dernier album, c'est que ça m'a justement rappelé, en fait, comment les musiques afrodescendantes, je dirais, quand je dis afrodescendante, c'est-à-dire des mondes noirs, en fait, des mondes atlantiques, et je crois que c'est Paul Guirol qui dit ça, Maboula Soumaoro aussi reprend cette expression. Ces musiques afrodescendantes, elles me procurent à moi et à beaucoup une capacité de guérison, de soin. Tu vois, il y a à la fois cet angle en fait du soin, de la cautérisation presque, mais elles ont aussi une capacité mobilisatrice et révolutionnaire. Je sais pas, ça doit être un truc avec le rythme, avec les percussions, avec justement le fait que nos pas bougent et qu'on est en communauté. Dans ton dernier album, Mama Forgot Her Name Was Miracle, j'ai l'impression que tu reprends un peu aussi cet héritage. Est-ce qu'il y a un morceau que tu as écrit qui symbolise le plus cette idée du soin, de la guérison, mais aussi de la colère? C'est un peu toutes les chansons de l'album. Ouais. Pour moi, il y a Fire Next Time, qui est carrément tiré du livre À double essai de James Baldwin, qui parle de James Baldwin, comme s'il y avait une conversation un peu transtemporelle à travers le temps entre James Baldwin et Harriet Tubman, qui avait une manière non linéaire de voir l'émancipation du peuple afro-américain, et qui disait mon peuple est libre, alors qu'elle était en plein esclavage. La meuf elle-même s'est libérée de l'esclavage 3 fois parce qu'ils l'ont remise, et elle est repartie libérer plusieurs esclaves, pas plusieurs, des milliers d'esclaves sur la rivière du Combahee en brûlant des plantations. Donc vraiment dans l'esprit qui... Si elle n'était pas haïtienne, franchement, elle aurait pu. Parce que pour nous, c'est vraiment couper tête, brûler caille. C'était un peu la devise de la révolution. Ça, et la liberté et la mort. Ou la mort. Donc pour moi, Fire Next Time, c'est un peu il n'y a rien d'insurmontable. Ouais. Et après ça, il y a une chanson qui est inspirée par Faith Ringgold et Anna Mendieta, et qui encore une fois, c'est une conversation que j'aurais voulu qu'elles aient si Anna Mendieta n'avait pas été assassinée par son partenaire. Et où Faith Ringgold lui propose Anyone can fly, all you gotta do is try, et Anna Mendieta qui lui répond le truc qui, pour moi, en tant que latino-américaine, d'avoir cette chose de réalisme magique. Du coup, elle répond, dans ma tête, let's make something magic, let's make something real. Et ça continue un peu comme ça, et c'est énormément sur le soin et sur faire la paix avec ses peines et garder son cœur en éruption. Et c'est beau. Tu connais la chanson, tu l'as écoutée. Justement, tu me devances parce que j'allais dire Faith Mitsana, donc la chanson de l'album, c'est littéralement une de mes chansons préférées. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, je le dis souvent d'ailleurs, c'est une de mes chansons préférées, je l'ai tout le temps en tête. Seule la honte et j'ai pas envie d'entendre ma voix chanter m'empêche de la chanter à l'instant T. J'adore cette chanson. Je l'ai utilisée notamment en 2022 comme mantra. Anyone can fly, all you gotta do is try. C'était vraiment un mantra. Et ça m'a fait penser un peu à un événement qu'on a fait au Pavillon des Canaux. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Tu avais proposé une écriture de mantra. On était dans un petit groupe, c'était un dimanche extrêmement pluvieux. Extrêmement froid. Extrêmement froid. C'était en plein milieu du mois de décembre. En plus, je crois qu'on avait perdu la Coupe du Monde et nous, on avait fait justement cet atelier ensemble, et tu menais, justement, tu avais voulu nous proposer d'écrire un mantra. Et je voulais te demander si tu avais un mantra, là, tout de suite, à offrir à celles et ceux qui vont nous regarder, qui sont démotivés par le capitalisme, par la réforme des retraites, par les coupures d'eau, par l'inflation, par le racisme. Tu leur donnerais quoi, toi, comme mantra ?
Moi, c'est un mantra assez personnel que je... Parce qu'en fait, on parlait de chanter ses mantras dans sa douche. Tout à fait, plutôt que de chanter du Mariah Carey. On aime bien Maria, mais... Ouais, voilà. Et du coup, moi, c'est par rapport à ma grand-mère, et je dis toujours, from your womb to my womb, we build worlds. From your womb to my womb, we build lives. From your womb to my womb, we build possibilities. Donc de tes entrailles. De tes entrailles, tu sais, moi, je suis vraiment catho. J'ai grandi catho. Et en fait, c'est genre là où je puise, autant que genre l'Église catholique m'a pas vraiment fait de service, mais c'est là où je puise pas mal d'inspiration. Et aussi parce que c'est genre énormément de choses un peu magiques de sorciers, de sorcières. Comme l'Église, elle a volé. Elle a un peu pioché des sorcières. Et j'aime bien, du coup, j'ai même pas fini en fait. Du coup, c'est de mes entrailles à tes entrailles, parce qu'en fait, je ne considère pas que le temps est linéaire. Donc, de mes entrailles à tes entrailles, nous construisons des mondes. De mes entrailles à tes entrailles, nous construisons des vies. De mes entrailles à tes entrailles, nous construisons des possibilités. Et après ça, je rajoute boundless and bountiful and abundant, regenerative, resourceful, adaptive, and in service, and always joyful. Et c'est marrant parce que je rajoute toujours joyful, c'est vrai, j'ai oublié. Et du coup, tu veux bien... Et pour ça, je dis haché, parce que... Et du coup, tu veux bien traduire Ok, du coup... Bountiful. Bountiful, c'est l'abondance. L'abondance, ok. Bountiful, abundant, c'est genre l'abondance comme une arrivée d'abondance. D'accord. Boundless, c'est sans limite. In service, genre en service. Regenerative, régénératrice. Adaptive, adaptatrice. Et joyful. Donc abondant, régénérateur, sans limite, c'est magnifique, sans limite, et joyeux. Ouais. J'en ai pas oublié un. Et en service. Parce que en fait, tu penses toujours à la communauté. C'est pas juste pour toi. Tu jettes pas des sorts positifs juste pour toi. Genre, moi je veux mes sous, moi je veux l'argent. L'idée, c'est que genre on s'en sort pas sans les unes et sans les autres. Et du coup, tu jettes un sort pour uplifter le reste de la communauté avec toi. T'es pas juste tout seul sur ta colline, quoi. Franchement, on aurait pu faire l'émission à deux parce que c'est une parfaite transition avec ce que je voulais te demander juste après. J'ai l'impression que c'est difficile justement de parler de joie comme un sentiment qu'on partage seul. Et ce qui est important pour moi dans cette émission, c'est pour ça que j'ai toujours envie d'inviter des gens, c'est que je voulais parler de joie, mais j'avais envie de sortir un peu, tu sais, du discours... La joie, c'est, tu vois, une grosse voiture, une grosse maison individuelle, tu vois, t'es entre soi, et justement, retrouver ce sentiment de communauté, en fait. Et justement, je voulais te demander comment toi, t'arrives à maintenir de la joie dans ta pratique artistique, en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, tu vois, performeuse, comment tu maintiens cette joie-là ? Il y a plusieurs choses, mais je dirais la première, c'est que je suis devenue indépendante. Donc j'ai monté ma propre boîte, Toinette, qui est nommée après ma grand-mère, Maria-Antoinette Blémur. Déjà, elle a le nom d'une reine. Pas une super reine, mais quand même. Et en fait, d'être indépendant, même si tu fais moins de sous, parce que tu as plus de pourcentage de ce que tu gagnes plus que tu gagnais avant. Donc même si tu as moins de visibilité et tout, donc ça c'est déjà en termes de... Pour survivre dans un monde capitaliste, ça c'est assez... C'est clair que c'est pratique. Et après ça, d'un autre côté, il y a, je pense à Toshi Reagan, qui est, elle est encore en vie. Elle est une afrofuturiste, elle est une chanteuse afrofuturiste qui a d'ailleurs fait un super spectacle musical basé sur la parabole du semeur de Octavia Butler. Avec Adrienne Marie Brown, qui est une autrice que j'aime beaucoup, que j'arrive à compter comme une amie. Et j'aime beaucoup Toshi Reagan. J'aime beaucoup sa définition de la richesse. Pour elle, c'est de savoir que s'il y a un souci, tu as au moins 10 personnes que tu peux appeler. Parce que, genre, la personne qui a une belle voiture, qui a une grosse maison et tout, si l'apocalypse zombie arrive, t'es seul. Par contre, si tu peux barricader avec tes potes, tu peux commencer à penser à comment
partager des ressources, etc. Si tu as au moins 10 personnes que tu peux appeler en cas de souci, 10 personnes à qui tu fais confiance, ça, c'est la richesse pour elle. Et je trouvais ça hyper fort. Donc cette notion aussi d'alimenter cette une communauté finalement. En fait. C'est mal vu de dire communauté en France, mais on ne change pas les choses seul. C'est impossible de changer mais j'arrête pas de dire sauce. De changer les choses seul. Ça prend vraiment une capacité d'empathie, de vouloir le bien d'autrui, même si tu connais pas cette personne, même si cette personne t'a fait du mal, au profond de moi, je sais que je n'irai pas bien en fin de, comme genre sur leur durée. Forcément, eat the rich, forcément. Bon, ça ne débat. Mais tu vois, genre après avoir mangé un petit bout de main. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir que moi, ma capacité d'empathie, elle se limite pas à moi, et que cette personne-là a aussi une capacité d'empathie. On n'est pas encore arrivé là en société. Non. Et le truc qui, moi, je trouvais hyper intéressant avec Toshi Reagan, et par rapport à son ascendance, c'est qu'elle vient d'une lignée de femmes qui l'ont bercée, qui l'ont protégée. Tu sais, c'est la marraine de qui, Toshi Reagan? C'est la marraine de qui, du coup? Zoé Kravitz. C'est pas vrai. Oui. Elle est à son mariage, elle a chanté et tout. C'est sa marraine, elle est proche. Mais genre, tu vois combien loin les gens ils peuvent aller quand ils sont nourris, quand ils sont bercés, quand leur créativité, quand leurs envies, quand genre, quand tout est bercé et nourri et cultivé, ça c'est énorme. Moi, j'ai pas toujours eu ça. J'ai eu ça en partie, mais en fait, c'était hyper violent. Et j'ai dû me construire parce qu'en tant que personne queer, genre, on se construit avec sa famille choisie. Et j'ai pu me reconstruire grâce à ma famille choisie, parce que sinon, je pense que je serais pas encore debout, je serais pas encore ici. Bon, on est assises, mais je serais pas encore ici. Je serais partie. Cette question de la communauté et finalement de se voir en l'autre, peut-être, c'est peut-être ma version plus égocentrique, de se dire d'être en capacité de se voir en l'autre et donc de voir son humanité et donc du coup vouloir le protéger, le chérir, etc. Je trouve que c'est, à mon avis, c'est totalement anticapitaliste. Enfin, à mon sens, en fait. Du coup, tu vois, c'est vraiment anticapitaliste dans le sens où le capitalisme nous incite pas à faire ça. Mais non, parce que c'est pas assez de juste vouloir que l'autre personne, elle aille bien, mais c'est aussi que tu as un affect personnel. Genre, tu as mis de toi dans cette action, en fait. Genre, tu prends un risque à soutenir cette personne, à l'aider, en fait. C'est pas juste, je fais ça parce que c'est performatif et c'est correct et c'est une bonne chose. Être une bonne personne, c'est s'entraider. Non, il faut vraiment que tu aies un affect. Et je pense pas que ça puisse faire... Et vu qu'on est dans une société capitaliste, hiérarchiste... Faut expliquer hiérarchiste pour... Hiérarchie, c'est juste qu'il y a le pouvoir, il passe de haut en bas et qu'il y a de moins en moins de personnes en haut et beaucoup de personnes en bas qui bossent. Et du coup, ces sociétés... elles ont fait en sorte que tout ce qui est considéré féminin, parce que l'empathie n'est pas une capacité féminine. Avoir de l'affection pour quelqu'un, c'est pas une capacité féminine. J'espère que ce ne l'est pas. C'est clair, parce que sinon, franchement... ce serait horrible. Ça veut dire que les hommes ne sont pas des êtres humains, quoi. Exactement. Exactement. Et je pense que ça, c'est un des énormes soucis dans la société, c'est genre cette idée qu'il faut se défaire de sa sensibilité et pour devenir une personne qui arrive, genre, moi on me dit des fois je prends ça, je suis en mode tank et je ne souris pas, je fais les choses qui sont à faire, mais en fait c'est pas nécessairement la meilleure manière et je peux faire énormément de mal aux personnes autour de moi. Bien sûr. Franchement, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures de cette question justement de comment se déshumaniser soi, c'est déshumaniser les autres. C'est même Léonora Miano qui disait, quand elle parlait de la décolonisation, elle disait les premiers à se décoloniser, c'est les colonisateurs, en fait. Parce que quand t'es brutal, quand tu colonises, quand tu déshumanises l'autre, en fait, tu te déshumanises, tu te déshumanises, pardon, en fait. Tu vois.
Mais bon, on pourrait en parler des heures, mais on n'a que 20 minutes. Donc... Léonora serait une bonne prochaine invitée. Écoute, je lui demanderai. C'est une bonne suggestion. Est-ce que tu peux me parler, pour finir, de la dernière chose qui t'a mis en joie? La dernière chose qui m'a mis en joie... Ça peut être un truc minime, genre... Un orgasme, genre, forcément. Ouais, ça pourrait être un orgasme. Un orgasme, toujours ça mange. Non, mais des trucs plus que ça. Il y a des trucs où je suis juste, genre, émerveillée et je trouve ça trop cool. Et là, je suis genre... J'ai un gros bloc. Mais c'est vrai que ça sert à quelque chose d'avoir un mood board. Parce que comme ça, tu peux te rappeler des trucs qui te mettent en joie régulièrement. Et je n'ai pas ça chez moi. J'ai beaucoup de choses sur les murs, mais je n'ai pas ça. Mais tu vois, c'est une bonne... C'est un bon devoir, j'ai envie de te dire. Un devoir de se rappeler ce qui nous met en joie. Moi, je me souviens qu'il y a pas longtemps, je t'ai vu en joie, c'était au Théâtre du Châtelet, mais bon. Tu m'as vu en joie? Tu m'as vu chialer. J'ai chialé et j'ai dit it was so hard. Je sais pas si c'était de la joie. C'était tellement difficile. Genre, c'était un des plus gros spectacles de ma vie. Et il y avait l'organisation. Il y avait, genre, le soir d'avant, j'étais en train de faire des robes arrangées pour chaque invité. Ils ont même pas tous eu seul robe arrangée. Moi, j'ai eu. Mais genre, c'était... C'est pas de la joie, alors. Non, mais je dirais pas que c'est pas de la joie. C'est juste que ce spectacle, c'était... J'ai donné plus que je n'en ai reçu. Pas que les gens, ils ont pas aimé le spectacle. Les gens étaient... Mais genre, je pense que je me suis vidée, en fait. Je pense que je me suis vraiment vidée et ça m'a pris... Je n'ai toujours pas parlé du spectacle. Du coup, c'est la première fois que j'en parle. Mais... Merci de nous donner ça, alors. Non, t'inquiète. Peut-être quelque chose qui t'inspirera plus. Alors du coup, qu'est-ce que tu aurais comme recommandation culturelle pour des éco-anxieux, des fanas des cataclysmes, des accros, des dystopies? Qu'est-ce que tu aurais comme proposition musicale ou comme film? Oh, tu sais, un truc qui m'a donné de la joie récemment. Ok, vas-y, dis-moi. Très drôle. C'est une série qui s'appelle Extraordinaire. Okay. Et que j'arrête pas d'en parler à tout le monde parce que c'est écrit par des meufs. Et c'est tellement bien écrit, c'est genre une série profondément féministe. Et le principe, c'est que il y a un monde où tout le monde a reçu des super pouvoirs à partir de l'âge d'adolescence, 18 ans, et sauf le personnage principal et quelques personnes dans le monde. Et sauf que tu te dis, waouh, il y a des gens qui ont des pouvoirs hyper cool, mais le monde n'est pas mieux, en fait, parce que les gens ne sont pas mieux. Mais en quoi ça te met en joie? Parce que c'est hyper drôle. Parce que c'est hyper drôle, c'est une hyper bonne réflexion sur la société dans laquelle on vit. Et c'est même si on avait des super pouvoirs pour essayer de se protéger, etc., on est tous égoïstes. Et du coup, ça me rappelle qu'il faut l'être moins. Être égoïste? Ouais. Ça rend humble un peu ce que tu décris comme série. Ouais, ça rend grave humble. Je suis désolée, là, chez moi, la joie, c'est genre l'humilité. Non, c'est intéressant cette définition. C'est l'humilité et le sarcasme. Genre avoir une vision un peu snarky de comment sont les choses et comment est-ce que les gens ils feraient s'ils étaient surhumains. Et en fait, ils sont pas mieux. Ils sont toujours aussi humains et aussi... certains personnages sont absolument adorables. Donc, il y a un personnage qui arrive à communiquer avec les morts. Et du coup, quand sa meilleure amie, qui n'a pas de pouvoir, elle est un peu triste. Par exemple, elle fait venir Hitler. Ah, bah puis, super. Non, mais du coup, son boyfriend, c'est une meuf blanche, et son boyfriend, il est racisé. Et du coup, Hitler est comme, non. Oui, on a fait toujours l'amour. Non, on fait l'amour 2 fois par mois. Oula. C'est hyper drôle, déjà, il y a ça. Et après ça, genre, la personne principale dit, ouais, les Juifs, ils vont hyper bien. Genre, juste des trucs comme ça. Et du coup, je torturais Hitler. C'était assez rigolo. Et quand elle est vraiment triste, elle fait revenir la voix de son père qui lui parle, en fait. Et je trouve ça hyper beau. Donc, il y a des capacités de pouvoir faire un truc qui est bénéfique, mais la plupart des gens ne l'utilisent pas. Ok, j'ai envie de regarder la série, mais je sais pas si ça m'apportera. Tu vas l'adorer. Ah ouais, c'est très drôle. Ouais. Trop bien. Écoute, Mélissa, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui parler avec moi de joie. Merci, Kiris. La joie, elle est à qui? Elle est à nous. Elle est à nous. À bientôt.